Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Bonsoir messieurs. Et bonsoir. Bonsoir. Je suis avec François et Julien. On est là pour parler mode d'emploi d'organisation de course. Vous avez organisé le week-end dernier la Romagnatoise, un trail qui est labellisé, et on va parler de tout ça. En 2 mots, est-ce que vous pouvez vous présenter avant l'un et l'autre ? Donc Julien, originaire de Aveyron, j'habite à Clermont. Je suis arrivé à Clermont en 2015 pour le boulot et j'ai attaqué l'AS Romagna en 2015 à courir aussi et Okay. C'est là où j'ai tout découvert. Et on parlait en off, tu disais que tu faisais du vélo avant ? Tu faisais Ouais, le rock avant d'Azur je faisais du vélo, j'ai fait pas mal de VTT. J'ai eu 2 enfants, j'ai arrêté tout, j'ai pris quelques kilos et du coup il a fallu perdre. Du coup j'ai attaqué la course à pied et en complément je continue le vélo. Et tu faisais et c'est le trail qui t'attire ça ? Ouais. Ouais. Ouais, trail. Donc j'ai commencé par du 5-10 km et puis la drogue a pris. Ouais. Et là maintenant on est sur des ultras. Ok. Et t'as quel âge, c'est pas indiscret ? J'ai 45 ans. Ok. Tu sais qu'il y a un trail au Rock d'Azur maintenant ? Ouais, j'ai appris ça. Ouais, c'est la mecque de tout. Il y a même du triathlon apparemment aussi. Ouais, il y je a un crois. triathlon, ouais, c'est vraiment, je Donc, crois. voilà. Ouais. Ok. Et toi, François ? Alors moi François, moi je suis originaire du Cantal, j'ai 50 ans, j'ai 2 enfants. Moi j'avais fait plutôt du basket quand j'étais jeune et après j'ai un peu arrêté et quand mon premier fils est né, pareil, j'avais pris un peu de poids et du coup je m'étais mis à courir. Et avec ma femme on est rentré sur Clermont et puis j'ai pris un club j'habitais Aubière, donc j'ai pris le club à côté, c'était Romagna. Donc j'ai dû attaquer en 2008 à Romagna. Ouais. Et puis après c'était une autre époque, hein. C'était l'époque où on s'inscrivait le matin même aux courses. Et puis il y avait la Romagnatoise et moi j'avais fait des études dans le sport, j'avais fait un DESS en management des activités du sport, mais je travaille pas du tout dans le sport. Et du coup c'était l'occasion de travailler dans le sport mais de façon bénévole. Et on a eu la chance d'avoir un club qui fait confiance et qui nous laisse les mains libres par rapport à ça. Puis là, on vit une période où en fait le trail, notamment, c'est en plein boom, donc ça nous laisse le champ des possibles hyper large, quoi. Et c'était qui, toi, ton entraîneur, quand tu as attaqué à Romagna ? C'était qui l'entraîneur ? C'était Jean-Paul Hébrard qui D'accord. qui nous accompagnait sur les entraînements. Alors, comme Julien, on est des coureurs lambda. Hein, Et toi, Julien, en 2015 aussi ? Pareil, Jean-Paul. Ouais. Ouais. Ça a Ok. été avec lui qu'on a commencé à découvrir. Et aujourd'hui, qui entraîne à Romagna, je sais même pas. Nous, c'est plus des entraînements. Nous, on est un club très familial. Alors, on a des bons coureurs, mais on va dire que c'est des entraîneurs. Alors, il n'y a pas de salariés. Et on s'entraîne entre nous. Il y a des gens qui sont là pour encadrer. Là, sur le groupe de Cézo, c'est Philippe et Olivier. Il y a un groupe qui est plus vers Serra, on va dire plus type trail, qui est encadré par Pascal. Mais on est là-dessus. Il y a le groupe, on va dire, des anciens qui le samedi va courir ensemble. Et on a dans le groupe une grosse partie marche nordique aussi. Ouais. Donc on est le club, vraiment le club tranquille, qui aime bien la course à pied. Et vous faites un peu de piste et tout quand même ? Ouais, donc on a 2 séances, le mardi et le jeudi. Mardi, c'est plutôt VMA courte. Au Cézo, vous le faites ? Ouais, au CESO. Et le jeudi, c'est plutôt long. Donc ça, c'est pour les séances pistes. Et puis après, nous, on se rejoint le week-end pour faire du trail. Et même les trailers, vous mettez 2 séances de piste par semaine ? Ouais. Ah ouais ? Alors c'est pas forcément sur la piste, c'est souvent autour du terrain de baseball. Parce que comme on est assez nombreux, à une époque, je me rappelle qu'on faisait des séances l'hiver, on était 5 ou 6.
Mais là, on peut se retrouver à 15-20, donc il y a le triathlon qui est en même temps et tout. Donc quand tu mets tout ça sur la piste, c'est un peu compliqué. Donc on est souvent autour du terrain de Vous football. faites des fartleks autour du... Ah, exactement. Ouais. Ouais. Bah après, nous, c'est un secteur qui nous va bien. Tu vois, le CESO, c'est facile pour se garer. Puis on gêne pas grand monde. On arrive à courir tous ensemble parce on a des niveaux assez différents, mais du coup, on arrive à courir, à revenir chercher les autres et tout ça. Donc, Ouais, Jean-Paul nous avait toujours dit au départ, vous venez toujours rechercher les derniers pour inculquer cet esprit famille en fait. Ouais. Et nous, souvent, on se greffe en fait aux prépas qui sont faites pour les marathons ou des choses comme ça, et puis ça nous sert bien pour le trail en fait. Ok. On est là pour parler de la Romagnatoise. Tu en as parlé un peu quand tu as attaqué, et ça existait déjà en fait. bah là, c'était la 24e édition. Ouais. Alors nous, on n'a pas tout l'historique, mais au départ, la Romagnatoise, c'était une course qui était dans les rues de Romagna, où je crois il y avait un 5 km, après je crois qu'ils avaient fait un 10. Et moi, quand j'ai commencé à m'en occuper, c'est là où on est commencé à partir sur les chemins. Mais je crois qu'on avait un 6 et un 13 km. Et donc c'était en quelle année? C'était, je vais dire 2017, quelque chose comme ça, où j'ai commencé à y mettre un peu le nez dedans, quoi. Ok. Mais ouais, c'est parti de là. Et c'était les petites distances, quoi. Et aujourd'hui, vos rôles à l'un et l'autre dans cette organisation, c'est quoi? François Chapotte, c'est le boss. De l'association? Non, de la course. De la course. Ouais. En fait, il faut bien voir, c'est que nous, en fait, on est un club, et le but du club, c'est les pratiquants de la course à pied et de la marche nordique. Et en fait, la course, elle a été créée, je pense, parce que c'est aussi un peu, comment dire, un devoir d'un club, c'est de proposer des choses, des activités. Donc là, c'était la course. Mais c'est quelque chose qui est annexe au club. Mais c'est pas le club qui organise avec des coureurs, c'est un club de coureurs qui organise une course. Ouais. Et le club n'a pas besoin de la course non plus pour vivre. Ouais. C'est pas du tout le but de la chose, quoi. Et toi, ton rôle, c'était quoi le week-end dernier? Moi, je m'occupe alors de la salle, de nettoyer les chemins aussi un peu, accessoirement, avec la tronçonneuse. Et puis l'an dernier, je m'occupais des bénévoles. Là, cette année, on avait décidé de fonctionner un peu différemment. Mais bon, j'ai mis le nez dedans, quoi. Voilà. Ok. Comment on organise une course comme ça? Donc, il existe déjà des trails, j'avais plein de questions. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Des autorisations? Faut quoi? Ça prend combien de temps à l'avance? En fait, nous, notre trail, là, ceux qui connaissent pas, alors maintenant on est arrivé à une certaine taille, c'est-à-dire qu'on a 6 courses. Là, on est passé sur 2 jours, c'est un peu plus de 2000 coureurs. Pour faire simple, c'est un travail d'une année. C'est-à-dire que là, on vient de finir, mais tu vois, on était en entraînement mardi, il y avait déjà des nouvelles idées et tout. Parce qu'en fait, c'est fait par des passionnés, qu'on fait ça à côté de nos boulots qui sont déjà bien prenants, notre activité, notre vie de famille, notre sport et tout ça, et on aime ça. Mais en fait, ça dure une année, parce qu'en fait, tu as plein de choses à faire. Tu vois, par exemple, tu as les terrains. Bon, aujourd'hui, les parcours, on va un peu moins les changer, mais on a beaucoup tâtonné pour chercher les parcours et tout ça. En fait, les parcours, il faut y aller. C'est le dimanche, tu prends tes baskets et tu y vas. Et puis, il faut aller rencontrer les acteurs locaux. C'est-à-dire que... Mais parce qu'il n'y a pas des terrains privés en plus, faut pas des... c'est ça, c'est qu'il faut aller voir, il faut aller discuter avec les chasseurs, il faut aller discuter avec les élus. Il faut anticiper les problèmes que tu peux avoir. Tu vois, il y a des fois où tu passes dans des chemins, tu dis super, tu reviens 2 mois plus tard, ils ont mis des barbelés, tu dis il va falloir tout changer, quoi. Donc en fait, ça, c'est tout un travail. Et puis après, tu cherches qui va être ton chronométreur, tu vois qui va être ton speaker, tu t'attaques ton dossier en préfecture. Donc ça, c'est des choses qui sont assez lourdes et pas forcément compliquées, mais qui prennent du temps en fait. Ouais. Parce que souvent, tes interlocuteurs, c'est des gens qui sont dans des collectivités, qui bossent la journée, mais toi, tu bosses la journée, et quand il est le soir, tu n'as pas forcément de suite. Donc voilà, c'est beaucoup de ça, mais après, avec l'expérience, on arrive à se débrouiller. Et après, il y a la gestion des bénévoles aussi qui intervient, forcément, parce qu'on a quand même 200 bénévoles. Sans bénévoles, tu fais rien. Alors nous, on a mis une règle dans le club. Alors on essaye d'être strict, mais pas trop non plus. Mais c'est que tous les adhérents du club se mobilisent pour ce week-end-là. Ouais. Donc, mais si le gars peut pas. Puis peut-être qu'il veut pas non plus, quoi. Enfin, alors en fait, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis qu'on est on est strict sans trop l'être. Mais les participants les gens qui sont adhérents au club ne participent pas à la course en général. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la règle qu'on s'est mis. Et ça nous permet d'avoir aussi, avant on faisait des soirées de bénévoles où
Vraiment, on essaye de les chouchouter, les bénévoles, parce que sans eux, en fait, on n'a pas grand-chose, quoi. Ouais. Et on fait appel, pardon, je te couper François, Vas-y. mais on communique aussi beaucoup avec les autres assos et les autres courses. On a des liens avec Pont du Château, avec Ploza, avec d'autres courses, et on communique beaucoup avec eux pour essayer de s'échanger les bénévoles, pour essayer d'échanger le matériel. C'est vraiment convivial aussi, et ça nous Et c'est permet de compliqué découvrir. de trouver 200 bénévoles? Nous, non, Non. parce qu'on est un club, parce qu'on est un peu plus de 200 licenciés. Donc, tu vois, là, on est à 180-200 sur ce week-end. Après, tu as les copains, tu as la famille, etc., ou les enfants quand ils sont grands. Mais ouais, il y a des fois, tu vois des orgas où ils sont une bande de copains, une 10-15 qui font ça. Moi, je leur tire mon chapeau, parce que là, par contre, c'est un vrai boulot d'aller chercher les gens. Ouais. Et parce qu'il faut que tu récupères la personne, mais il faut aussi que tu l'accompagnes dans la journée. C'est-à-dire que où est-ce qu'il doit se positionner, lui expliquer son rôle et tout ça. Et ça, en fait, c'est pas si évident que ça. Tu vois, même nous, il y a des gens qui sont au club, mais par exemple, le plateau de Gergovie, ils connaissent pas. Donc, si tu leur dis et tu te retrouves au circuit de petite voiture, ils disent OK, mais c'est où? Et toi, le samedi matin, tu peux pas dire tiens, je vais t'accompagner en voiture et tout, parce que t'as pas forcément le temps de ça. Donc en fait c'est ça, c'est du travail qu'on fait tout au long de l'année, on fait des petits recos, on dit on va reconnaître tel parcours, vous venez avec moi, etc. Mais tu vois, ce qu'on trouve de plus en plus là, ces dernières années, et c'est pour ça qu'on a envie de continuer, c'est qu'en plus ça fédère énormément les gens dans le club. C'est-à-dire que, comme je te disais, on a des gens de la marche nordique, mais qui parlaient pas du tout aux gens du trail, parce qu'ils s'entraînent pas ensemble, ils ont pas le même âge, ils ont pas les mêmes activités, et en fait ça c'est un événement qui est hyper fédérateur pour notre club. Et tu vois, nous, on a créé un WhatsApp, tous les ans on crée un WhatsApp et tout, et du coup les gens échangent, ils savent qui est qui, et ouais, ça c'est hyper motivant et c'est important pour le club. Ouais. Puis tu découvres aussi d'autres personnes et des compétences en fait que tu as dans les adhérents. Il y a des gars qui sont spécialisés dans l'informatique, des gars qui sont spécialisés dans la com, il y a des gars qui sont spécialisés dans la tronçonneuse. Ouais. Tu vas chercher les compétences et en fait, quand tu cours avec eux, tu sais pas ça. Eh oui. Et en fait, au fur et à mesure, tu découvres et c'est vraiment une aventure humaine. Où, Et les forces s'additionnent, ouais. 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 Et de tous âges, de tous bords, de tout niveau. Enfin, c'est vraiment enrichissant. C'est quoi le budget d'une orga comme ça? Il y a 2000 participantes? Là, on est autour des 150-55 000 euros. 150 000 Non, 50. Ah. Non. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Ah Ouais, oui. c'est beaucoup. Ouais. À C'est l'époque, beaucoup. quand on a commencé, nous, quand on avait 3-4 000 euros, c'était... Mais et après, ce que disait Julien tout à l'heure, c'est aussi ça. Nous, en fait, c'est un événement plaisir. Je sais qu'il y a des assos, et je le respecte complètement, où en fait, ils te disent, on fait cet événement-là parce que c'est ce qui va nous permettre de vivre. Tu vois, je prends par exemple, il y a un trail à Mozac, où c'est un club de vélo, mais eux, en fait, c'est ce qui leur permet de vivre leur saison, d'acheter leur matériel et Ouais. tout ça, et c'est super ce qu'ils font et tout ça. Mais du coup, quand eux, ils disent, tiens, je vais prendre un speaker, c'est un coup de temps, ils vont se dire, si je prends un speaker, c'est peut-être ça que je vais pas pouvoir faire ça dans l'année. Et nous, en fait, l'idée, c'est de se dire, en fait, tout ce qu'on va générer comme argent sur ça, on va pouvoir le réinvestir. Tu vois, cette année, on a franchi le pas, on a pris un écran géant, on a fait un after derrière, etc. Mais en fait, tout ça, parce qu'on sait qu'on a le budget pour, mais c'est pas, le budget, il n'est pas là pour financer un emploi dans le club et tout ça. Donc, c'est une vraie liberté qu'on a, quoi. Et là, vous parliez des compétences différentes. Là, il faut un mec un minimum compétent en compta et tout pour gérer 55 000 Ouais, on euros. a ça, là. on a un banquier. Ouais. On a un banquier et qui nous fait ça, mais ouais, je pense que c'est là où... C'est pour ça aussi, tu vois, quand j'ai échangé avec toi sur l'organisation et tout, nous, l'idée, c'est de venir ici et d'en discuter, c'est de mettre en valeur, en fait, tous les gens qui font ça tout au long de l'année, qui organisent des courses, parce que je pense que les gens se rendent pas compte de l'investissement que c'est, quoi. Ouais. Parce que c'est des contraintes, c'est des responsabilités, tu vois, quand tu fais ton dossier en préfecture, tu reçois le quitus comme quoi c'est bon, mais dedans, il y a bien marqué qu'attention, c'est pas simplement un papier en disant on y va, c'est qu'il y a de la vraie responsabilité. C'est-à-dire que toi, tu fais appel à nous, c'est la Croix-Rouge, parce qu'il y a il y a des choses à respecter, etc., quoi. Mais c'est beaucoup de travail. Tu vois, Ouais. nous, on a échangé avec notre trésorier hier qui s'occupe de ça. Il nous dit voilà, j'ai toutes les factures. Là, j'en ai pour une bonne semaine après mon vrai boulot pour faire ça le soir, faire la compta, pour tout remettre et tout ça. Donc ouais, c'est un vrai investissement personnel, quoi. Et vous parlez d'une petite course plaisir, familiale et tout, mais c'est quoi la vocation de la course? Parce que maintenant, elle est labellisée.
Moi, les gens étaient étonnés là, de mon club. Ils disaient putain, il y a un sacré plateau. C'est vrai que moi aussi, Romagna, je pensais pas qu'il y avait un tel plateau. Là, c'est peut-être. Enfin, il va peut-être y avoir un tournant quand même, non? À partir du moment où c'est labellisé. En fait, avec Julien, je pense qu'on est du même avis. En fait, on est garant de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je te cache pas qu'à un moment, dans des réunions, on s'est posé la question, le prix du dossard, à la limite, aujourd'hui, vu la demande, on pourrait l'augmenter, quoi. Mais en fait, c'est pas notre but. Parce qu'à la limite, si tu dis, si on l'augmente, à ce moment-là, on prend un salarié et puis on y va. Mais en fait, si on prend un salarié, il fait tout ce que nous, on aime faire dans l'année. Ouais. Tu vois, donc ça n'a pas de sens. Mais nous, on essaie de cultiver ça, de se dire, on va garder une course à taille humaine, même si ça commence à être un beau truc, mais on veut que ça soit pas une course d'élite, quoi. Et après, je parle pour moi, mais Julien, tu veux dire si tu es d'accord. Moi, l'idée, c'est que je propose de proposer une course à laquelle j'aurais envie de participer. Ouais. Tu vois, c'est de se dire, et c'est une des forces de la course à pied et du trail, c'est que au départ dimanche, tu as le vainqueur des Templiers et quelqu'un, c'est peut-être son deuxième trail, quoi. Ouais. Et tu as autant de femmes, d'hommes, tout le monde est mélangé. Et je pense que c'est un des seuls sports qui le propose ça. C'est-à-dire que tu peux être avec le futur champion de France et tu prends le départ et c'est super valorisant, quoi, je trouve. Ce qui est marrant dans notre course, ou ce qui nous plaît, c'est que tu peux être avec Marion Delespierre dans le gymnase sans que personne la connaisse, et quand même c'est une référence. Mais tu peux aller voir tes potes avec qui tu cours ou que tu retrouves dans les crosses ou que tu retrouves, et tu vas te taper la discute avec eux. Ouais. Et je pense que c'est aussi un peu l'esprit du 50. Quand on les amène tous à 6h30 du matin, qu'on les met tous dans un bus, ils sont à 50, que tu as des élites et que tu as Pierre, Paul et Jacques et Martine qui courent juste comme ça. Enfin, c'est vachement chouette, quoi. Alors, ouais, mais 2 secondes avant qu'on parle de vraiment la labellisation, un peu de budget, enfin d'argent. Ouais. Vous parliez du prix des dossards, comment vous les définissez? Après, il y a souvent cette barrière des 1 euro du kilomètre. Ouais. Et mis à part pour le 8, on l'a mis à 10 parce que sinon, il n'y avait pas d'équilibre financier, mais on respecte ça, quoi. On est à peu 1 près- euro le kilomètre. Ouais, 1 euro du kilomètre. C'est-à-dire que le 51 coûtait 100 euros. Il coûtait 48 parce que j'ai mes parents qui habitent en Lozère, donc je l'ai mis à 48. Ah oui. T'as qu'à voir sur quoi ça se base. Oui, je suis bête, oui, j'ai doublé. Oui, c'est ça, Ouais. 48, ok. Ouais. Après, par contre, on s'attache aussi, c'est à reverser de l'argent à une asso. Donc cette année, on avait les petits guerriers et chaque dossard, il y avait 1 euro qui était remis à l'asso parce qu'on juge que, enfin, on pense que c'est vraiment important de soutenir les assos comme ça aussi. Est-ce qu'il y a des price money? Non. Ah non? Non. Rien. Et après. Et ça, j'ai eu ce débat il n'y a pas longtemps avec Louis Michel, ça vous paraît pas normal de. Non. On en parlait avec Frédéric Berg d'ailleurs à la fin. Il disait Ouais. qu'aux États-Unis il y a des gros price money. Il était étonné qu'en France il n'y en ait pas. Après, on a fait le choix aussi de ne pas aller chercher des entreprises privées. Au niveau des collectivités, on a une subvention. Et après, le reste, tu vois, par exemple, la mairie de Romagna, ils ne donnent pas sur la course en tant que telle, c'est surtout les moyens techniques qu'ils nous donnent. Ouais. Mais du coup, on n'a pas un gros sponsor derrière qui amènerait du cash et tout ça. Mais là, nous, c'est vraiment le truc, c'est si on a de l'argent, c'est en faire en profiter tout le monde. Tu vois, c'est le label, par exemple, c'est un coût, mais c'est un intérêt pour le sportif de niveau, mais des gens aussi qui sont des très bons coureurs, mais qui c'est pas leur métier, ils vont aller faire les championnats de France qu'ils ont obtenu la qualif là, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, on fait pas ça. Et par contre, on tient à une chose, c'est que tout le monde paye son dossard. Ouais. C'est-à-dire que cette année, on a Vous invité... n'offrez pas de dossard. Alors, je vais pas dire ça. Je pense que j'ai dû en 20-25, en sachant qu'on réinvite tous les vainqueurs de l'année précédente. Ouais. Tu vois, il y a ça. On a Athléronic qui est notre partenaire, ils ont eu un team, on les a invités. Et après, on invite des gens parce que toi, on a un partenaire concessionnaire, je ne sais pas si on peut le citer. Oui, si. Nissan, tu vois, Wilfried, c'est quelqu'un qui dit moi, j'ai pas de budget pour vous, mais ce que je peux vous prêter, c'est des camions. Moi, je dis écoute-moi, des camions, je préfère un camion que 300 euros pour louer un camion. Après, Wilfried, il court, je lui dis par contre, on t'offre le dossard, quoi, tu vois, Ouais. Ça me paraît logique. Ok. Mais les élites, vous n'en avez pas offert, vous n'en avez non, pas invité. Pierre Livache, il a payé. Ouais. Et je pense, alors pour tout te dire, j'en ai qu'un seul élite, alors élite, entre guillemets,
qui est venu vers moi en disant est-ce que vous ouvrez le dossard? J'ai une quotitera, je crois, une quotitera autour de 800. Je lui dis non, en fait, c'est pas le principe. Ah, qui a voulu se faire inviter, tu veux dire. Et il me dit moi, ça fait bien longtemps que je paye pas mes dossards. Je lui dis tu viendras jamais à Romagna, quoi. Mais, Et il l'a pris? Ah non, il l'a pas pris. Mais moi, ça me gêne pas parce qu'en fait, c'est pas ça que je veux, quoi. Ouais. Mais c'est pas une question d'arrogance quand on dit ça. Hein. Ouais, non, mais moi je trouve ça bien que les gens juste ça. Je pense que le travail qu'on fait sur l'année là-dessus, le temps qu'on y passe, il faut le valoriser parce qu'après, ça a pas de sens. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Et voilà, après, on offre quelques dossards, mais parce qu'il y a une raison. Tu vois, par exemple, tu l'as interviewé, Adeline Martin. On l'a invitée cette année, mais Adeline Martin, les premières années où elle est venue, moi, je me rappelle la première fois où elle vient, elle m'envoie un message, elle me connaît pas, elle me dit je viens, c'est juste pour savoir s'il y a des vestiaires pour changer, j'ai pris mon dossard. Ouais. Toi, sur la liste, t'as pas fait gaffe, tu te dis Adeline Martin, viens chez nous, quoi. Et après, tu échanges avec elle, c'est quelqu'un qui est super gentil, et qui communique après sur ta course. Donc tu dis écoute, moi, ça me fait plaisir si tu reviens, quoi. Et juste avant qu'on parle vraiment de la labellisation, pourquoi 2000 personnes? Vous aviez limité à 2000 inscrits ou s'il y avait eu 4000 inscriptions Là, on pouvait faire... Oh non, les 2000, ils sont partis en 3 heures. En fait, on a longtemps arrêté à 900 parce qu'en termes de préfecture, ça change un petit peu. L'année dernière, on avait fait 1004. Et pareil, quoi. Là, il y a un tel engouement que de suite, les dossards partent et tout. Mais on avait de la frustration de gens qui disent « je ne peux pas venir », etc. Et après, on s'est posé et on a dit « on va tenter 2 jours ». Parce que je pense que c'était une envie qu'on avait. On s'est dit, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Et surtout que ça nous permettait de rajouter la distance de 8 km. Et on y croyait beaucoup à cette distance-là en disant, en fait, le 8 km, il y a beaucoup de gens qui veulent commencer à se mettre à la course à pied. Et notre 14, et à 500 D+, il n'est pas si simple que ça. Et donc le 8, ça serait bien le mettre. Mais si on rajoute le 8 au dimanche, ça devient trop compliqué. Et en fait, nous, on s'est aperçu que dans notre organisation, le faire sur 2 jours, en fait, ça dilue les efforts. Et au final, le dimanche, il était assez tranquille. Je sais pas ce que tu as pensé. Oui, parce qu'en fait, qu'on commence à être rodé en termes de mécanique aussi. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Romagna, finalement, c'est un petit espace. Hein. Et quand si tu accueilles 2000 personnes x2, parce qu'il y a forcément des accompagnants, ça fait beaucoup de monde. Et pour peu qu'il y ait un match en plus le week-end à Romagna, forcément, en termes de voiture, en termes de... Enfin, on veut que ce soit calme quand même avec les voisins, quoi. Ouais. Ah, vous n'avez pas eu de contraintes par les politiques locaux qui vous disent pour des raisons écologiques ou de sécurité, il faut limiter à 2000? Non, puis après, il y a aussi la disponibilité des parcours, tu vois. Là, je pense qu'on a atteint un peu le maximum qu'on a. On a regardé, on a eu les retours des coureurs, des bénévoles qui étaient sur le terrain et tout ça. La montée de Montrognon, il faut que ça reste fluide, parce que nous, on a les parcours longs qui partent de Romagna. En fait, au bout de 3 km, ils ont pris 300 D+, ils sont montés à Montrognon. Tu dis, on a déjà vu des images de gens qui sont à la queue leu, qui ne bougent pas pendant 10 minutes. On dit, on ne va surtout pas faire ça, quoi, parce que nous, ce n'est pas ce qu'on voudrait en tant que coureur. Donc, on veut l'éviter au maximum, quoi. Ouais. Oui, et puis on s'affaire aussi à bien nettoyer, à bien garder les chemins propres. Donc, toutes les relations avec les mairies, avec les communautés, tout ça, on l'entretient bien pour qu'on soit sûr de ne pas avoir des reproches derrière. Et ça, en pratique, ça marche comment? Vous y allez un peu tous les 3 semaines, tous les mois bricoler ou juste au dernier moment? Pour nettoyer. Pour nettoyer, ça dépend. Alors moi, je suis plutôt moins on en fait le week-end d'avant, mieux c'est. Donc on fait du préventif. Mais ça dépend des conditions climatiques que tu auras, ça dépend des idées de François sur les parcours ou pas. On n'est pas à l'abri d'un changement. Et voilà, après on s'y file. Et puis ça dépend aussi de la charge d'entraînement aussi. S'il n'y a pas d'ultra-trail qui est prévu, on y va et puis voilà. Ouais. Puis après, faut être complètement transparent, nous, c'est des moments qu'on aime bien, tu vois. De partir le dimanche avec la tronçonneuse, aller nettoyer les gorges de la Monne et tout, on y passe la matinée et on revient. Parce que c'est des parcours où on y va aussi le dimanche, on dit qu'on contribue aussi à l'entretien de ces chemins-là. Tu vois, il y a un chemin au niveau du plateau de la Serre où je pense qu'on est quasi les seuls à passer. Alors il y a quelques trailers du coin, mais si on n'y va pas, ce chemin, dans 4-5 ans, il n'existe plus. Ouais. Et voilà, mais c'est des moments de partage aussi, tu vois, de partir et de faire ça, quoi. C'est sympa. Donc je suis allé voir sur Internet, la course est labellisée bronze. Trail bronze, c'est la première année, je pense. 3e. Ah, c'est la 3e année. Okay. Attends, non, je te dis une bêtise. En fait, c'est la 2e année, mais pour avoir la première fois, tu es inspecté une première fois.
Mais l'an dernier, c'était qualificatif aussi? Oui. Ok. Ah bah ok. En fait, alors, Bah, d'où tu peux ça vient? expliquer comment ça se passe, ouais. Déjà, et pourquoi vous avez voulu le rendre qualificatif? En fait, nous, on est en début. Historiquement, on était sur le week-end de Pâques. Et le week-end de Pâques, on avait beaucoup de concurrence, on avait d'autres trails et tout ça. Puis c'était une autre époque, tu vois. Quand tu avais 400 coureurs, c'était déjà un miracle. Hein, et ça dépendait beaucoup de la météo qui t'annonçait le dimanche d'avant. Donc, du coup, il y avait le trail de Roya qui existait au mois de février. Et on avait vu que c'était souvent un trail où il y avait tous les très bons coureurs du coin. Peu de monde, mais tous les très bons. Et donc on a gratté un peu et tout. Et puis en fait, quand on était interrogé, il disait, en fait, moi, je prépare des échéances, mais mes échéances, c'est souvent avril-mai. Et donc du coup, les courses de rentrée, là, début d'année, elles sont hyper intéressantes. Et le trail de Roya a malheureusement disparu. Et donc nous, on s'est dit, on va prendre ce week-end-là. Parce que quand, tu veux, il y a un peu des accords tacites entre les trails en disant, chacun a son week-end, chacun reste où il est, pour pas se retrouver tous sur le même. Donc on s'est retrouvés en février et effectivement on commençait à avoir un bon niveau. Et puis à un moment, il y a autant le championnat de France de trail il y a 7-8 ans, pas grand monde s'en intéressait, mais maintenant c'est devenu un vrai objectif pour certains coureurs. Et il y a un trail qui s'appelle le trail Givray à côté de Lyon. Et une année, en fait, on avait, toi par exemple les frères Melletou qui partent là-bas, on leur dit mais pourquoi vous allez là-bas, pourquoi vous venez pas courir? Et puis ils m'expliquent la qualif et tout ça. Donc on a gratté un peu, voir quel était les cahiers des charges, pas insurmontable. Donc on a fait la demande auprès de la Fédé. Donc la première année ils viennent te voir en disant voilà, on fait une course d'observation, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et est-ce qu'on est ok pour vous donner le label l'année suivante. Ok, et tu peux expliquer un peu le cahier des charges, justement? Pour le cahier des charges, alors il y a une contrainte, c'est que ton parcours tu peux pas le bouger. C'est-à-dire qu'il faut longtemps à l'avance que comment dire, Qu'il soit défini, quoi. qu'il soit défini, tout ça. Donc, tu peux changer cas de force majeure, mais ça à éviter. Il faut que tu aies des juges, donc des gens qui ont passé la formation Juru. Que tu payes, donc? Alors, les jurus, non, parce que du coup, nous, moi, je l'ai passé la formation, et on est 3 à l'avoir passé. Donc, notamment, tu sais, c'est pour faire starter, chronomètreur, etc. Après, tu as un truc à payer à la Fédé. Mais pour le coup, c'est pas bien compliqué. Après, il faut que tu sois plus pointu sur l'antidopage. Voilà, quoi, tu as plein de petits points comme ça. C'est une chose qui se rajoute au reste, on va dire. Et en fait, en Auvergne, il y a le Nipalou qui l'a, le label. À une époque, il y avait la Passe-Tout, mais je crois qu'ils l'ont plus. Donc en fait, on se retrouve tout seul, quoi. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de organisations qui le font. Et c'est aussi ça qui fait que cette année, tu vois, on a 66 départements, parce qu'en fait, il y a des gens qui cherchent ces qualifs-là. Et nous, on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, on est situé au centre de la France, sur le premier massif de toute la côte ouest, quoi. C'est-à-dire que nous, on avait le club d'Angoulême qui vient, il dit, mais nous, aller dans les Alpes, déjà, dans les Alpes, tu cours pas en février, hein, parce qu'il y a de la neige. Les Pyrénées, c'est loin. Donc, en fait, on est le premier massif. Et souvent, ils viennent faire le Sancy, les Vulcains et tout ça. Donc, du coup, tu le vois au ski l'hiver dans le Sancy, t'as tous les mecs de Bordeaux et tout. Ouais. Exactement, ouais. Et puis on a des parcours qui sont quand même assez intéressants. C'est-à-dire que c'est des parcours qui sont joueurs, quoi. Il y a quand même un peu de D+, mais c'est pas super technique. Mais en début de saison, c'est vraiment bien, quoi. Ça se prête bien à ça, quoi. Ouais. Pour la petite anecdote, tu vois, c'est complètement à l'opposé de... l'été dernier, j'avais participé à l'échappée. Et pendant un moment, à l'échappée belle, à un moment, j'ai croisé un gars. Et ce gars-là, on est resté 4-5 heures ensemble. Et moi j'ai dû arrêter, mais lui il a continué. Et là, je l'ai recroisé à Romagna. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Et puis on parle un peu. Et puis il me dit, ouais, mais je viens faire la Pika Pika cet été. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu viens faire à Romagna? Je vais faire chercher la qualif pour les France. Ouais. Et il me dit, mais c'est pas du tout mon terrain de jeu. Mais le mec il venait de Bourgogne pour ça, quoi. Ouais. Donc, dit, bon. Et label bronze, c'est quoi la différence avec or, argent? Tu sais ça? Sur les courses sur route, je le comprends, mais en trail, j'ai plus de mal. Alors, j'ai plus le détail, mais c'est pas, il n'y a pas un gap énorme en fait, tu vois. Notamment, tu as le nombre d'arrivants qui peut changer. Tu vois, par exemple, nous le 45, il y avait que 200 personnes inscrites dessus. Je crois qu'on monte à 500 pour qu'ils passent le label, etc. Il faut une caméra à l'arrivée. Bon, on l'avait cette année, mais c'est pas, en bronze, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas une grosse différence. Mais ça ne change pas grand-chose sur la qualif non plus.
Ouais. Ça change pas grand-chose. Après, c'est plus sur route où je crois il y a vraiment de la différence. Ouais. Et comment sont mesurés les parcours là? Comment vous faites? Il y a une marge d'erreur et, Assez peu, parce qu'en fait, c'est pareil. Nous, on n'aime pas trop quand on te promet 30 km, qu'il y en ait 32 ou qu'il y en ait 28. Mais ça arrive en trail. Ouais, Et sur mais route, c'est facile de mesurer, mais en trail, comment vous ouais, faites? on fait plusieurs fois les recos, on fait plusieurs Au fois GPS? Ouais. Ouais. En fait, la Fédé, ils sont associés avec Traces de Trail. Donc en fait, toi, tu fais tes parcours et tout ça. Après, tu télécharges ton GPX sur Traces de Trail. Et en fait, tu leur donnes la trace et c'est eux qui valident derrière. Ouais. Donc c'est assez classique, en fait. Il y a pas de... On n'est pas avec le rouleau comme sur un 10 km. Hein. Oui. Parce que sur 51, ça va être un petit peu long. Mais par contre, ouais, c'est vraiment un truc sur lequel on est carré et on ne veut pas promettre quelque chose aux coureurs qui n'auront pas, quoi. Et est-ce que le label, du coup, ça vous oblige à avoir les mêmes parcours l'année prochaine Non. ou pas? Non. Non. Non, après, pour l'histoire du label, en fait, l'année dernière, on avait le 27 et le 38 qui étaient qualificatifs, et les règles de la Fédé faisaient que si tu faisais le 27 ou le 38, tu étais qualifié pour le court ou le long aux France. Ok. Et en fait, cet été, ils ont changé les règles. Ils ont dit il faut faire un label court pour se qualifier pour les courts et un label long pour se qualifier pour le long. Ouais. Sauf que notre 38 était trop court. C'est-à-dire qu'il faut 60 km d'effort et on n'y était pas. Et en fait, ça, j'ai appris ça tout par hasard durant l'été où j'ai une fille qui m'écrit, elle me dit moi je vais me qualifier pour les longs, vous mettez que vous êtes qualificatif pour les longs, mais je comprends pas par rapport au nouveau règlement et tout, donc toi tu cherches, et là tu t'aperçois que t'es pas dans les clous. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on rallonge notre 38 ? Du coup, ça arrivait à un 45 et 1006 de D+. Mais là, tu dis, ouais, faire 38 ou 45, c'est pas le même effort, quoi. Déjà, tu vois, tu risques de perdre du monde et tout. Du coup, on a créé le 45 en plus du 38, mais réservé exclusivement aux qualifiés, aux licences compétition. Parce que pour se qualifier, il faut être en licence compétition. Et puis là, on s'est pas mal appuyé aussi, tu vois, sur notre petit réseau, tu vois. Je pense à Alex et Quentin Melleux. Ah oui, parce qu'au final, il y a eu 200 inscrits, Ouais. 200 licenciés complètes, donc. Ouais. Ah ouais, ça fait du monde, au final. Et j'en ai refusé du monde. Quoi, à un moment, on a arrêté, quoi. Ouais. On a arrêté. Mais ouais, on aurait pu... Ouais, quoi. Si on était sur un profil mercantile, on doublait, quoi. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est mon côté routard et tout. Ce que j'aime bien, par exemple, à la Sierzinal, c'est justement que les parcours d'une année sur l'autre soient les mêmes. Et tu vois, tu peux comparer Ouais, ton tes chrono, références, c'est ouais. reproductible et tout. C'est pas l'objectif, vous, forcément? Là, de plus en plus, c'est ça. Parce que on a trouvé un format qui convient bien. Mais tu vois, par exemple, cette année, on a arrêté d'aller à Puy-Géroux parce qu'il y a des contraintes environnementales où, en fait, Ouais, je l'ai entendu au on nous a départ. dit, ouais, il faut plus passer là, donc tu modifies le compte. Mais ouais, là, sur cette année, peut-être les prochaines, on verra, parce qu'on n'y est pas encore dessus, mais les modifications, ça a été plus lié à des contraintes plutôt qu'à des volontés. Ouais. Donc, Parce qu'après, ça fait gagner du temps aussi de faire le même parcours. En fait, tu peux, oui, en stabilisant les jours, les parcours, déjà, tu as ça de gagner pour l'organisation d'après. Donc forcément, quand tu es sur un gros volume et que tu veux optimiser certains trucs, alors est-ce qu'on est sur de l'optimisation? Est-ce qu'on change tout? Est-ce que François aura des idées? Est-ce qu'on aura des idées? On n'en sait rien, mais c'est sûr qu'on aurait tendance à... On a trouvé un bon format. À chaque année, on se dit on a trouvé un bon format et chaque année, on change. Donc, on verra. Faut mais faire ça- le même parcours dans un sens une année, dans l'autre sens. Et c'est ce qu'on faisait. Ah oui C'est ce qu'on Ouais. faisait. Ouais. Mais maintenant, on ne le changera pas, ça. Parce qu'en fait, l'avantage qu'on a cette année, c'est qu'en fait, tout le monde arrive du même côté, mais arrive en fait d'une rue et on arrive directement au gymnase. Alors que si on change le sens, il faut faire traverser toutes les petites rues de Romagna, et c'est ce qu'on faisait à une époque. Mais là, à Romagna, en fait, on fermait le village pendant 2 heures, et Ouais. pour les bénévoles, c'est pas gérable. Donc en fait, ce sens-là nous va bien. Par contre, l'avantage de garder le même sens, les mêmes parcours, c'est tu sais à peu près quand est-ce que passe le premier, quand est-ce que passe le dernier, et pour la disposition de tes bénévoles, c'est pas mal, quoi. Ouais. Alors bon, quand tu vois Pierre-Henri le cuisinier qui met un pétard d'entrée de jeu, tu dis voilà, il va nous tout mettre dedans, mais bon. Non, c'est très pratique de pouvoir se reposer sur des choses que tu connais. Hein. Je sais pas s'il y en a eu beaucoup, mais j'en connais au moins 2 qui ont loupé une balise, qui se sont trompés, qui sont allés tout droit et tout. Comment vous faites pour lutter contre ça, là? Les erreurs de parcours. Moi, à chaque fois que je fais un trail, j'ai pas l'habitude, je me trompe je vois pas une balise, un truc. Déjà, nous, on balise à partir du jeudi. Vendredi, samedi, il y a rebaliseur. Notre première crainte, c'est de se faire débaliser. Un samedi, Ça arrive, ça nous ça est arrivé l'an dernier.
Et puis dans des coins, mais perdus de chez perdus. On est dans les gorges de la Monne et on se fait débaliser alors qu'il n'y a pas un chat. Et qui est-ce qui fait ça? On ne sait pas. Je sais pas. Cette année, on a eu un débalisage, pareil, là, vers Cournol. Alors, tu as plusieurs choses. Tu peux avoir le promeneur qui dit, il y a ça, c'est pas propre, je ramasse. Ah, il pense que c'est... Ouais. Je pense, après, nous, on ne les a jamais interviewés, quoi. Mais là, tu vois, typiquement, celui de cette année, ça fait une fourche au niveau des chemins. Ils ont pris les drapeaux, ils les ont mis sur l'autre chemin, sur 500 mètres. Bon, tu sais que là, c'est une blague, délibéré, quoi. Ouais. Ouais. Mais après, Blague nous, de on envoie mauvais le samedi soir, vers 16h, on envoie des gars à la frontale et qui refont les parties de parcours. Et le matin, les signaleurs, ils refont le parcours autour d'eux. Mais bon, quand tu pars d'Aulois et que tu arrives à Pontet, tu as 4 signaleurs, quoi, donc ils peuvent pas tout couvrir. Ouais. Donc, c'est une de nos craintes, quoi. Ouais, c'est une des plus grosses craintes la veille, quoi. Vous pouvez parler de cette course-là qui part aux cloches de l'église, là, d'où vient l'idée Déjà, il y a très peu, il y a très peu de coureurs. C'est voulu, ça? Ils étaient 70, je crois, ou 75. Ouais, c'était voulu. Alors, l'idée de départ, c'était... je ne sais pas si tu étais là, toi. C'était un matin, on était parti courir à Aulois. Et 8h, puis le clocher sonne, et puis tu vois le lever de soleil, tu te dis, c'est quand même sympa le truc, quoi. Et après, c'est un départ délocalisé, donc on s'est dit, bon, c'est bon. Et puis, on passe par les gorges de la Monne, mais avant, on passe à Randol, où il y a une abbaye. Et en fait, ça, c'est un terrain privé qui est tenu par des moines. Et c'est quand même c'est une sacrée histoire, cette histoire. Donc, j'ai pris rendez-vous avec eux. Et du coup, je suis arrivé à l'abbaye. Et on m'a dit, il y a le père Samson qui vous attend et tout, donc tu vas et tout, et tu vas au confessionnel. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Et puis je lui explique, il me dit, parce que j'ai vu votre mail et tout. Et là, il me sort de la soutane la carte IGN, et on s'est posé, et il m'a dit, c'est très bien et tout. Et donc, on est parti 2 ou 3 semaines après, on a refait le Tour de la Monne, et donc, il nous a donné l'autorisation de passer là. Mais le deal de départ, c'était que ça reste une toute petite course. C'est-à-dire que, on s'est tapé dans la main, on va dire, on ne peut pas mettre 400 personnes là-dedans. Ouais. Et du coup, on est parti sur ce côté optimiste en disant, on part avec un bus, et on pose les gens au Aulois. À Aulois, la mairie a dit, OK, on vous ouvre une salle. Donc les gens se changent, et on part au son du clocher, sans speaker ni rien. Et par contre, on a demandé une cote ITRA de 500 minimum, parce que comme on n'est que 60, si tu as un gros delta sur les niveaux, en fait, c'est très compliqué à gérer en termes de bénévoles. Et oui. Et tu peux te retrouver, déjà, là, rien que tu vois avec ça, tu as un gros écart entre Rémi Brassac et le dernier, je ne sais pas combien il y a d'écart, mais il y a un gros écart. Et voilà, quoi, c'était aussi pour la sécurité de tout le monde, etc. Ouais, il y a un aspect sécurité quand même, hein, parce que si tu lâches 400 personnes dans les gorges de la Monne, il y a de forts risques que ça déborde un peu, alors que là, en 50, 60 personnes, ça reste assez limité. Ouais. Et puis, on a, comme disait François, il y a un deal avec les moines, on respecte ce qu'on a dit, quoi. Ouais. Et par contre, qui est 6 courses, vous disiez, putain, ça multiplie les frais de chronométrage, là. Non ? Non, ça change pas grand-chose. Ah au départ, il faut des tapis de... Non. Ouais, mais tu vois, alors, pour être en transparence avec toi, un pointage, ça coûte 180 €. Ouais, tu vois. Qu'est-ce que t'appelles un pointage ? Tu sais, le matériel pour pointer, c'est sur les différents passages. Tu sais, on en a un peu partout sur le parcours, ça coûte 180 €. Bon, comme ça, tu dis que c'est une somme. Ouais, oui, fois 6 courses, il y a 2 ou 3 pointages. Ouais, mais bon, après, quand tu prends le 45 qui part, le dossard à 45 €, on va dire qu'au bout de 5 coureurs, c'est rentabilisé ton truc. Oui. Donc au final, et ça t'apporte un plus, quoi. Moi, je pense que les coureurs, quand ils sont arrivés dimanche, ils regardent, j'ai été pointé 4 fois, où est-ce que j'ai gagné des places, etc. Toi, au niveau de ton PC course, tu sais exactement où sont les gens et tout. Mais en fait, si tu veux, dans une course, c'est que une fois que tu as passé un certain palier de nombre de concurrents, t'es tranquille. Tu as amorti tes frais fixes. Ouais. Après, tout le reste, c'est de l'argent en plus où tu vas pouvoir aller sur du non indispensable. Tu vois, un écran géant, des cadeaux pour les coureurs ou des choses comme ça. Donc en fait, par contre, ce à quoi on s'est affairé quand même, c'est vraiment de rester sur, par exemple, pour les cadeaux coureurs, on s'est affairé à rester sur du local. Ouais. C'était de la bière locale, c'était du miel local. On pourrait très bien aller sur du t-shirt, on pourrait très bien aller... Mais en fait, on se dit, ouais, t-shirt, t'en as plein les tiroirs. On n'en peut plus de ces t-shirts. Voilà. Ouais. Et puis, il y a aussi, nous, on a cette question environnementale qui s'est posée.
au bureau. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Alors nous, notre position, elle est un peu hybride. On fait notre maximum pour limiter notre empreinte, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas y aller au maximum. Les verres, par exemple, les verres en plastique. Il y en avait des gobelets? Alors, il y a des gobelets, mais c'est fourni par la communauté de Clermont et c'est des verres réutilisables. On n'est pas sur les ravitaillements. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Non. Mais par contre, à la fin, c'est des gobelets plastiques, des éco-cups qu'on récupère. Ouais. Mais on est sur des solutions hybrides. On sait très bien que, on est sur un sport quand même qui consomme des chaussures, qui consomme des vêtements, qui sont faits à l'autre bout du monde. On sait très bien qu'on ne pourra pas aller sur cette solution-là, quoi. Et les propriétaires privés, quand il y a la marche nordique, les bâtons, ils ne râlent pas sur l'état des terrains? Non, après les propriétés privées, on n'en prend pas tant que ça. Ah bon, il n'y en a pas beaucoup là? Ouais, après il y a des gens où tu dois passer, mais tu sais pas qui est propriétaire privé ou pas, quoi. Tu vois, le plateau. Alors, le plateau de Jargouville, lui, il appartient à l'État. Donc tu demandes au niveau de la préf et tout. Mais c'est plus des échanges avec les exploitants. Tu vois, par exemple, on a établi une bonne relation avec le berger qui a les moutons à Jargouville. Donc tous les ans, on s'appelle. Où est-ce que tu mets les moutons? Je te rappelle que c'est ce week-end-là. Avec les chasseurs, pareil, il y a un gros échange avec eux, quoi. Et ça, c'est des choses qui prennent du temps, mais qui sont hyper enrichissantes, tu vois, d'aller expliquer les contraintes de chacun, parce que c'est deux populations qui se connaissent pas du tout. Nous, on connaît pas les chasseurs et ils nous connaissent pas, quoi. Et à la fin, il y a un mec qui boucle, qui va ramasser un peu. Serre-fil. Ouais. Serre-fil, on en a 2 parcours, sauf sur le 50 où ils sont 3, et effectivement, ils débalisent tout. Parce que nous, le but, c'est que lundi, on est au boulot, donc il faut que le dimanche soir, tout soit rangé. C'est pas ça que je veux dire, mais si les mecs ont jeté des merdes, des emballages, ils ont les consignes, ils ont les consignes. Ils ont les consignes. Mais franchement, on commence à avoir un peu d'expérience là-dessus. C'est pas une grosse problématique. Il n'y en a pas beaucoup, ouais. Non, les gens sont hyper respectueux. On est vraiment sur un sport où on trouve qu'on a un état d'esprit vraiment bon, quoi. Tu vois, même avec les athlètes de haut niveau, moi, plus ça va, plus je me dis qu'on est vraiment sur un sport particulier. Ouais, mais tu sais, ça peut arriver qu'ils tombent d'une poche. Par inadvertance, tu peux tomber. Le serre-fil récupère et tout. Puis après, moi, je te cache pas, ce week-end, j'allais me faire les parcours. Hein, parce que t'es pas à l'abri qu'il y ait 2 drapeaux qui étaient oubliés, un truc, et tu nettoies. Parce que tu sais que ça, c'est la condition indispensable pour que tu reviennes l'année prochaine, quoi. Ouais. Et puis même nous, c'est des parcours qu'on fait régulièrement, donc si on voit des emballages plastiques, on ramasse et puis voilà, quoi. C'est quoi les consignes de la préfecture et tout pour annuler une course? Ils vous ont dit s'il fait, je sais pas, -2 ou -3 degrés? Ça sera jamais la température, ça sera le vent. Ouais, je pense, toi, quand je pense à ça, je pense à mon copain Lionel Paris qui avait le trail de Roya, où lui un jour, c'est le matin, ils lui ont dit vous partez pas, il y a eu tempête cette nuit, vous partez pas. Et parce qu'il y avait des arbres qui avaient chuté et que c'était trop dangereux, quoi. Et à côté de ça, tout le monde est parti courir parce que la matinée avait été magnifique, mais tu prends pas le risque. Donc ça va être souvent le vent, les conditions météo. Et après, toi, tu as dans ta tête un parcours de repli. Tu vois, par exemple, les gorges de la Monne, il y a des fois dans l'année où c'est gelé. Et on fait passer à un endroit où t'es au rocher, quoi. Tu cours sur des rochers. Et si tu sais que si c'est verglas, tu t'envoies pas les coureurs là-dedans parce que c'est pas possible. Pas responsable. Hein. Après, on est sur de la moyenne montagne, donc ça va. Oui. La présence de la Croix-Rouge, c'est obligatoire, ça? Obligatoire. Ouais. Obligatoire. C'est un petit budget, mais c'est pas énorme. Mais en fait, c'est aujourd'hui, c'est une vraie problématique, le mot est un peu fort, mais c'est que ces organismes de sécurité se reposent beaucoup sur le bénévolat. Et il y a peu de bénévoles dans tout. Et tu vois, quand tu tombes sur un week-end où la SM joue, Clermont Foot joue, quand ils étaient en Ligue 1 et tout, en fait, ils disent, nous, on peut pas être partout, quoi. Ah oui. Donc, en fait, il faut qu'il y ait un lien avec eux. Donc, eux, en plus, là, la Croix-Rouge, ils sont à Romagna, donc on arrive à bosser avec eux en confiance et tout ça, mais il faut de la compétence et il faut de la disponibilité. Donc, ça, c'est un vrai enjeu, par contre. Tu vois, quand tu ouvres une course, la première année, je pense que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui réponde à la demande, quoi. Ouais. Et il faut que tu aies un médecin généraliste associé à ça aussi. Ouais. Donc, c'est pareil, il faut que tu n'aies pas un médecin spécialisé, un médecin généraliste. Ouais. Donc, ça aussi. Donc, nous, dans nos licenciés, on a des médecins généralistes. Donc, ça nous simplifie un peu les choses. Mais tu vois, je pense à Yann, là, de Ploza, où... lui, ils ont dû retrouver quelqu'un, un médecin et tout, mais c'est une vraie contrainte, ça. On peut parler 2 secondes du contrôle antidopage.
Ouais. J'avais vu le matin là, le mec chargé de ça qui te disait ah là c'est pas aux normes, l'athlète peut se barrer par la porte de derrière et tout. Ouais. Ça c'est pareil, ça fait partie de la labellisation, il faut que ce soit carré. Ouais. Alors, ils peuvent intervenir, je pense, dans tout type de course, mais il y a quand même plus de chances qu'ils viennent sur les courses à label. Mais nous, ils sont jamais venus. Après, à la limite, je trouve... Qui ils sont jamais venus? Le contrôle, ils sont jamais venus. Moi, j'ai jamais connu, sur toutes les courses que j'ai organisées, ils sont jamais venus contrôler. Là hier, il n'y a pas eu de contrôle? Non. Ah ouais, donc le gars à qui j'ai parlé, en fait, il est là en cas de contrôle. Alors lui, en fait, il est juge-arbitre. C'est-à-dire qu'il est là en tant que représentant de la Fédé pour voir si l'organisation répond au cahier des charges. Tu vois, par exemple, sur les courses à label, il faut que les dossards soient différents pour les hommes et les femmes. Est-ce que le chronométreur, il est labellisé FFA? Est-ce que le starter, il est au bon endroit? Est-ce que la course part à l'heure? Est-ce que les dossards sont contrôlés, quoi? Il y a tout ça. Et notamment, il doit être garant que si l'équipe d'antidopage vienne, bah, nous, on est les escortes. Et est-ce qu'on a un local pour ça? Donc, au niveau du local, on n'était pas top parce qu'il fallait un robinet, fallait des trucs. Voilà. Nous, on a pensé bien faire en mettant un vestiaire, mais le vestiaire, il n'était pas... Voilà. Après, il l'a mis dans son rapport, il a dit, voilà, après, on a recherché avec lui, t'as vu, on a trouvé un local qui correspondait, etc. Après, on s'adapte aussi, c'est-à-dire que là, il faut que tu aies aussi des gens qui aient fait la formation, je crois que c'est Iron Clean ou un truc comme ça, donc pour avoir la certification, et puis après, bah, on se serait débrouillé pour trouver un local, voilà. Mais en effet, il faut les identifier, les locaux. À vous ne pouvez pas imposer de dire j'aimerais que les 3 premiers de chaque course soient contrôlés automatiquement. C'est pas vous qui choisissez? Ah non, du tout. Non. C'est l'agence qui vient, qui tire au sort, et ils te le montrent bien dans la formation en fait. Et ils te disent, bon, bah, ils viennent, ils décident, on ne le sait pas à l'avance d'ailleurs, normalement, et ils viennent, ils choisissent, ils tirent des dossards au sort, où ils ont ciblé des gens. Ouais. C'est souvent ça. Donc, moi, quand j'avais passé la formation là, de Juru, en fait, ils te disent que quand ils viennent, généralement... Ils ont un doute, quoi. Ouais, ils regardent la liste des partants des courses et disent, là, on va aller voir. Ouais. Donc voilà. Après, je pense que ça serait peut-être bien qu'il y en ait plus, parce que tu vois, ça peut lever le doute sur certaines choses, quoi. Tu vois, et je pense que la plupart des coureurs, à la limite, ils diraient, bah moi, ça me pose pas de problème parce que je suis propre et autant que on passe à autre chose, quoi. Ouais. Ouais, il y a peut-être des mecs dopés qui sont pas au top niveau non plus aussi. Ah de toute façon, le mal de la société. Je vois pas pourquoi le trail l'aurait pas. Ah oui, bien sûr. Voilà. Surtout que ça s'est vachement démocratisé. Mais ce que je veux dire, c'est que le premier n'est pas forcément dopé, mais le 6e pourrait l'être, quoi. Ah oui. Tout à fait. Mais comme certains qui le 25, le 30e, des choses comme ça. Enfin, Puis après, tu peux avoir le dopage parce que tu as vraiment envie de te faire doper. Et puis celui qui était malade, qui a pris un médicament, qui va faire un course le week-end, et que lui, c'est le cadet de ses soucis des normes antidopage, quoi. Et qu'on lui dit, bah tiens, t'es tiré au sort, bah, t'es dopé, bah mince, alors j'avais juste un gros rhume en début de semaine, quoi. Ouais, et il avait rien à gagner sur la course. Ouais. C'est quoi les nouveautés à venir pour l'an prochain, là? Vous disiez que vous y réfléchissiez déjà. Alors l'année prochaine, c'est les 25 ans. Là, ce sera la 25e, donc ça peut se fêter. Pour l'instant... Franchement. Déjà, on se laisse le temps que le soufflet retombe. Chacun garde ses idées pour soi pour l'instant. Ouais. On n'a pas trop dévoilé ce qu'on voulait faire. On a une réunion de débrief là, fin février. On fait toujours ça. Pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a amélioré, est-ce qu'on a des idées. Mais là, pour l'instant, non. Il n'y aura pas 10 000 participants, un hélico qui filme et des drones dans tous les sens. La philosophie, ce qu'on s'est toujours dit, c'est être grand parmi les petits. Ouais. Là, on a fait x2 en termes de nombre de participants, x2 en nombre de jours aussi, puisqu'on est passé sur 2 jours. C'est des gros changements à chaque fois, hein. Donc il faut pouvoir les absorber. C'est comme une boîte, quand elle grossit trop vite, elle peut vite exploser. Il faut qu'on fasse attention à garder nos bénévoles avec nous, il faut qu'on fasse attention à bien garder les gens qui nous suivent depuis longtemps. Tu vois, on parlait de Alex et Quentin, ils nous ont aidés. Il faut rester humble, il faut rester pas voir plus gros, quoi. Ouais. T'avais pris plein de notes, Julien, t'as des choses à dire? Non, Si j'avais pris, juste pour donner quelques chiffres, c'était 25 kg de Saint-Nectaire, 25 kg de saucisson, 700 litres d'eau,
Et tout ça, ouais, fait que en fait, on avait vraiment mis aussi l'accent sur les ravitaux parce que nous aussi, je disais à François juste avant l'interview qu'on faisait partie de la confrérie du fromage et du saucisson. Nous, on fait pas partie des graines de chia et des graines de pavot, mais voilà. Et nous, on s'affaire vraiment à ce que nos bénévoles soient heureux quand ils viennent et que les coureurs. Et même tous ceux qui gravitent autour de la course, quand ils viennent nous voir, on est content de parler avec eux, on est content de partager un moment. Oui, il y a de la compète, mais il y a la convivialité, quoi. Attendez, mais je vais vous poser une question d'amateur là. Mais il y a eu du saucisson à l'arrivée, mais il y en a sur les ravitaux intermédiaires aussi, sur les courses? Ouais. Ah bon? Ouais. Et il y en a qui en prennent? Ouais. Ouais. Ah oui, ok. Généralement, tu as les 20 premiers qui sont en autonomie. Ça, ils ont leur propre truc et tout. Mais après, toi, tu es plus route. Oui. Et alors moi, je fais un peu de route. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la route, tu fais un 10, que tu le fasses en 30 ou que tu le fasses en 44, tu as un objectif temps. Et voilà, t'es conditionné par ça. Non, j'ai fait quelques trails, c'est pour courir un peu, quoi. C'est pas pour m'arrêter. Ouais, mais après, il y a moins cet esprit compétition, tu vois. C'est le truc, c'est de passer un bon moment. Voilà, alors t'as effectivement l'esprit compétition, mais tu peux facilement retrouver dans un trail des gens qui disent on part à 3, on arrive à 3, quoi, tu vois. Ouais. Et puis ouais, il y a ce côté un peu saucisson, fromage et tout. Puis quoi, c'est quand même le seul sport où tu peux manger avec du chocolat, une chips et du coca, tout avaler en même temps. Ouais. Ouais. Quand t'es un fringal, t'avales tout, quoi. Ouais. T'avais d'autres chiffres, non? Non. Non, pour moi c'était... Ouais, si, un chiffre parce qu'on avait regardé tout à l'heure un peu, là. Cette année, on a à peu près une répartition 60% d'hommes, 40% de femmes. Donc ça aussi, tu vois, on n'est pas à la parité, mais presque. En sachant que sur le 8, là, par contre, c'était pratiquement l'inverse. Donc ça, on y est vachement attaché, tu vois, de se dire qu'on est quand même sur une répartition, on n'est pas sur un sport exclusivement homme. Et après, c'est sur le nombre de non-partants. Tu vois, on est resté à peu près entre 13 et 15% de non-partants. Oh, c'est énorme. Ouais, mais c'est normal. Tu fais le tour d'à peu près toutes les orgas, c'est à peu près ça. Ouais. Mais quand nous, on ouvre les inscriptions, on l'a en tête, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, notre maximum d'accueil, on va dire, là où on va être bien, c'est ça. Donc je vais rehausser de 12-15% parce que je ne veux pas avoir la déception. Tu vois, par exemple, le 51, on part en bus. Moi, je crois qu'on a mis 75 ou 80 dossards en vente, parce qu'on sait qu'au final, on aura notre bus qui sera plein. Entre ceux qui y vont directement, ceux qui viennent pas, en fait, t'es bon. On fait du surbooking, quoi. Ouais, on fait du surbooking, parce qu'après, tu vois, si tu mets, allez, j'ai 63 places dans un bus, et que tu perds 15, tu te retrouves avec un bus avec 50 personnes, alors que t'as tes potes que tu croises et tout, ils disent, ouais, t'as pas un dossard? Mais non, j'ai pas de dossard, quoi. On est plein, quoi. Mais je sais plus qui me racontait ça il y a pas longtemps, là, qu'un des effets secondaires, justement, de s'inscrire à une course un an avant, en fait, tout le monde s'inscrit, achète le dossard pour être sûr d'avoir la place, et au final, il y a beaucoup plus de non-partants qu'avant. Ouais. Donc c'est plus dur d'avoir un dossard, mais à côté de ça, il y a plus de non-partants. C'est ça. Nous, on a ouvert, je crois, le 1er novembre. C'était un dimanche à 20h. Je crois à 22h30, c'était fini. À part le 45, parce que c'était licence compétition, mais le lundi, c'était terminé. Et après, on a laissé la possibilité aux coureurs de transférer leur dossard jusqu'au 10 janvier. Ouais. Mais après le 10 janvier, ma boîte mail de la course, elle était pleine. Est-ce que je peux transférer? Est-ce que je peux donner? Etc. etc. Mais c'est une frustration et c'est des nouveaux problèmes, tu vois. Alors, l'avantage, c'est que toi, tu sais que le 1er novembre, tu connais ton budget, tu connais tes recettes, donc tu sais ce que tu peux dépenser. Mais par contre, tu dois gérer cette frustration où tu as des gens que tu connais en plus qui disent « Bah ouais, il n'y a pas un dossard et tout. » Bah non, en fait, je peux pas, quoi. Parce que sinon, on s'arrête jamais. Il y avait aussi une nouveauté cette année, on n'en a pas parlé, on se disait que souvent les gens venaient, s'ils venaient pour un week-end, ils venaient peut-être aussi avec leurs enfants. Et on a ouvert en fait une course enfant pour que ça vienne un complément en fait de tout ce qui se passe autour du week-end. Et ça a été aussi un succès, quoi. Ouais. C'était une bonne première initiative. Et on a été surpris par le nombre de gamins qui ont participé à la course. Ouais. On le faisait avant le Covid, on avait arrêté depuis. Parce qu'il y a quand même un marqueur là-dessus, tu vois, on est reparti. On avait une édition qui avait été annulée pour ça, là.
Et du coup, on est pas reparti sur la course enfant et tout. Puis cette année, on a Olivier, là, qui est de l'asso, qui a dit, moi, je veux la remettre en place et tout. Et donc, on dit, bah, vas-y. Et ça a bien marché, 300 fois? Ouais, ça a bien marché. On aurait peut-être pu communiquer plus, mais c'est toujours pareil. Tu peux toujours avoir un peu la peur du succès. C'est-à-dire de se dire, mais en fait, si tu retrouves 300 gamins le samedi après-midi, alors que tu as 900 coureurs qui partent en même temps, on va être incapable de gérer. Donc, on communique et tout, puis on voit ce qui marche, et ce qui sera amélioré, etc. Et donc, là, on a dû avoir une centaine, tu vois. Donc, c'était bien. Mais il n'en fallait pas plus, parce que sinon, ça nous mettait dans le bouillon pour les courses d'après. Ouais. Pour le 8 et le 14, ça a été... Il y a un truc qui se fait très peu, mais qui se fait. Avec ma copine, on a tous les 2 coureurs, on a des enfants. Et c'est un service de garderie d'enfants. C'est vrai, hein, ça existe sur certaines courses. Avec des nourrices qui gardent les enfants juste le temps de la course. Ils nous donnent des idées déjà. C'est un truc là, on a contacté Olivier et c'est bon, il va se rapprocher de toi. Non, mais par contre, tu vois, le passage sur 2 jours, ça a répondu à une demande aussi. Tu vois, où par exemple, tu as des couples qui courent. Et en fait, quand tu as les enfants bas âge, tu dis, il y en a un qui va pas courir. Voilà. Donc, il y en a un qui dit, moi, je cours le samedi, toi le dimanche. Alors, c'est pas forcément les mêmes formats et tout ça. Mais du coup, c'était hyper famille là-dessus, quoi. Donc, c'était bien. Ok. Bon, je vous ai à peu près tout demandé. Je sais pas si vous voulez dire autre chose. Non, merci à toi pour l'interview. Ouais, après, moi, je voulais juste rajouter une chose, parce qu'on a parfois des commentaires, tu sais, sur les réseaux sociaux, course élitisme, machin et tout. Donc, vraiment, je pense que c'est le message qu'on voulait faire passer aussi, c'était pas ça. Et que nous, c'était pas notre recherche d'élitisme, c'est vraiment le mélange de tout le monde. Mais c'est surtout que moi, plus ça va, plus, tu vois, les athlètes de haut niveau, en trail, je trouve qu'il y a un esprit qui est vraiment génial, quoi. Et je vais te donner une anecdote. C'est un couple, les 2 coureurs, c'est 2 coureurs de très bon niveau qui sont dans les Alpes et tout. Et elle m'avait contacté l'année dernière parce qu'elle voulait se qualifier pour les France. Et elle me dit, voilà, les dossards sont finis et tout, comment on peut faire et tout. Bon, et puis voilà, quoi, tu gardes toujours quelques dossards de réserve que tu vends et ils viennent. Et donc elle s'inscrit, elle me dit, mais j'ai mon copain qui court aussi, est-ce que tu peux un 2e dossard? Je dis, pas de problème, on va là-dessus. Et elle me contacte l'année dernière, un jour avant, et elle me dit, j'ai la grippe, on vient pas. Donc pas de souci et tout, puis on sympathise et tout, je dis, si tu veux revenir l'année prochaine et tout. Donc ils sont revenus cette année, et là elle me contacte il y a un mois, elle me dit, moi je suis blessé, donc je peux pas faire la course. Mais du coup, mon copain va venir courir et tout, et puis vu que je l'accompagne, moi je veux bien être bénévole. Je me dis quand même, c'est un truc de fou, quoi. Et ils sont venus ce week-end, lui il finit 2e du 14, et ils ont dit, on a pris un Airbnb à Clermont, demain on est là à 10h, on fait bénévole. Et les 2 ont fait bénévole toute la journée. Tu te dis, c'est quand même... t'es un sport un peu à part, quoi, tu vois. Mais moi, par contre, je trouve pas ça bien. Qu'est-ce que ça fait aux gens, même si c'est une course élitiste, il n'y a pas de mal à courir vite, quoi? Si? Ah non, mais... En quoi ça gêne les gens? Parce qu'aujourd'hui, alors c'est une toute petite minorité, quoi, tu vois. Nous, là, j'en ai eu 2-3 à gérer, qui n'étaient pas contents, parce que y en a un notamment, parce qu'on met des barrières horaires, qui s'est fait arrêter à une barrière horaire, qui contestait où on l'avait arrêté et tout ça, et qui me cite de noms de coureurs en disant, ouais, mais je vois bien qu'il y en a que pour eux et tout. Bon, après, voilà, il faut arrêter de discuter et tout ça. Surtout que j'imagine que c'est un peu large, les barrières horaires. Nous, elles sont pas simples. Elles sont pas simples, mais après, c'est une volonté. C'est une volonté parce que y a des bénévoles. Et le problème, c'est que tu peux avoir un dernier qui a 45 minutes par rapport à l'avant-dernier, quoi. Ouais. Mais pendant ce temps-là, toi, ton service de secours, tu le maintiens. Tes bénévoles, tu les maintiens pour une personne. Et après, le sens aussi qu'il y a derrière, c'est de se dire, tu finis la course, ça a une valeur, quoi. C'est-à-dire que, alors ça va te parler, quoi. C'est comme celui qui finit le marathon, je le respecte, mais qui le finit en 8 heures. Oui, c'est de la marche, c'est plus de la course. Enfin, je suis Ouais, d'accord voilà, avec ça, moi. Moi, j'ai pas de... Voilà, je ne veux pas juger, mais à un moment, ça veut dire que tu mets toute une organisation en attente pour cette personne-là. Mais d'un autre côté, celui qui finit par exemple chez nous le 38 ou le 45, il se dit, ouais, je me suis dépensé. Et j'ai eu des gens, tu vois, j'avais échangé avec une fille là-dessus, qui avait été éliminée une année, qui est revenue, qui l'a eu. Elle m'a dit, en fait, le fait de l'avoir fini la 2e année, ça a donné beaucoup plus de sens et de valeur à ce que je viens de faire aujourd'hui. Même si j'avais été dégoûté l'année d'avant, je trouvais ça injuste, machin, etc. Alors, je m'étais donné à fond, il y avait de la neige et tout. Mais elle m'a dit, ouais, du coup, ça a vraiment donné du sens à ce que je viens de faire aujourd'hui, quoi. Ouais. Et est-ce que vous recevez des messages, des fois un peu bêtes, qui n'ont pas de sens? Je sais pas, le Saint-Nectaire était pas bon, le truc. Ouais, ça arrive, forcément, ça? Ouais. Ah ouais, mais bon, c'est pas la... Enfin, on fait pas attention à ça. Mais il y en a quand même qui prennent la peine d'écrire... Ouais.
Alors c'est souvent en amont, où en fait, après c'est notre société qui est comme ça, et nous on s'inclut dedans. Je crois que j'ai eu 20 fois la question, est-ce que les bâtons sont autorisés? Alors qu'il y a juste à lire le règlement, c'est marqué dedans, quoi, tu vois. Mais, voilà. Non, il y en a qu'un là où c'était un peu compliqué, lui, on l'a déclassé sur la marche nordique parce qu'il voulait faire la marche nordique sans bâton. Oui, alors que... Mais ça a été compliqué de lui faire expliquer qu'en fait on fait de la marche nordique avec bâton, quoi. Il me dit mais je fais ce que je veux, ouais, mais en fait non, quoi. Mais bon voilà, quoi, c'est vraiment, quoi, il faut pas qu'on s'attarde là-dessus parce que... Et si c'était que ça, on le ferait pas. On serait pas bénévole, on irait faire autre chose. Mais ouais, c'est juste pour les anecdotes. Ouais. Si par contre un dernier point quand même, je pense qu'on l'a pas trop évoqué, on n'a pas de gros sponsors nous pour la course et c'est pas ce qu'on recherche d'ailleurs. Mais par contre il y a des gens qui nous soutiennent depuis très longtemps et sans lesquels en fait ça serait dur de faire la course. Je pense notamment à la mairie de Romagna, ils nous mettent à disposition le gymnase. Ça on n'en parle pas assez, mais les services techniques c'est des gens qui nous aident beaucoup. Les autres mairies d'ailleurs, le département, et puis on a des gens qui courent aussi, comme Cyril de la Régalade, hein, qui nous aident beaucoup. Et les autres clubs? Et les autres clubs, on a parlé de Plauzan, on a parlé de Ponduche, Roya à l'époque quand il y avait Lionel. Le CUC. Le CUC aussi. On communique beaucoup avec eux et on va à leurs courses, ils viennent à notre course. Alors c'est pas obligatoire. Mais ça crée une ambiance. Et si vous pouviez avoir un gros sponsor majeur comme Keep Run, Brooks, vous ne diriez pas non, quoi. Qu'est-ce que ça... En fait, la question, c'est qu'est-ce que ça nous apporterait et qu'est-ce qu'on leur apporterait? Oui, vous apporterez un peu de cash, quoi. Non? Alors, et de la com? En fait, je ne citerai pas, mais j'avais échangé avec un organisateur d'une course où en fait, il m'a dit en fait, ça peut être un piège. C'est-à-dire que tu as une marque qui va arriver, il te dit, je te donne tant. Ok, tu es content. Par contre, il va te dire, ouais, par contre, il me faut de la vidéo, il me faut ci, il me faut ça et tout. Et au final, quand tu as fait ta balance, tu te dis, le temps que j'ai consacré à lui pour justifier l'argent qu'il me donne, plus tout ça, est-ce que je me suis pas embêté pour rien? Parce que mon essentiel, c'est quand même les coureurs qui vont venir. Et ouais, quand tu vois le temps que tu y passes, et en plus, tu dois gérer un gars qui dit, je t'ai donné tant, donc tu dois répondre. C'est peut-être un peu le cadeau empoisonné pour une structure comme nous. On serait avec des salariés, tout ça, oui, mais parce que t'es focus là-dessus. Mais nous, voilà, quoi, j'ai déjà dit, c'est qu'on a une vie de famille, on a une vie pro, on a une vie sportive de petit niveau, mais c'est déjà bien rempli, quoi, tu vois. Donc, si tu peux te simplifier la vie. Et vous, une dernière question, vous qui avez fait un peu des trails, est-ce qu'il y a des fois un trail où vous vous êtes dit, une orga qui vous sert d'exemple, vous vous êtes dit, ouais, ce trail... Ouais, tout le temps. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on fait des trails, à chaque fois on chope des idées à droite et à gauche. Lesquels vous avez retenu un peu? Moi, il y a... alors François, il va dire l'UTPMA, je suis à peu près sûr. Voilà, et la Pastou. Et François, il va répondre pour moi. Et la Transobrac. Ouais. C'est les courses de chez nous, quoi. Mais tu vois, c'est des courses où ça a gardé cette identité, quoi. Tu vois, je sais pas si tu as déjà fait la Pastou Non. Ou l'UTPMA, quoi. C'est... Il faut faire la Transobrac aussi, c'est bien. Ouais. C'est mieux, même que l'UTPMA. Ouais. Mais après, j'ai eu l'occasion une fois d'accompagner un copain sur l'UTMB. Et ouais, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Ça te fait pas rêver? Moi, en tant que coureur, non, parce que j'ai pas les capacités et que voilà, ça m'a. Voilà. Mais après, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance qui était. Ouais, j'ai bien aimé l'ambiance, tu vois. Oui, j'imagine que l'atmosphère, quand même, la semaine, ça va être quelque chose. C'est. Après, je connaissais déjà pas trop Chamonix. Et puis. Ouais, t'as une ambiance course, quoi. Tu vois, c'est un peu quand t'arrives dans une ville où il y a un festival de quelque chose, où en fait, t'as l'impression que la ville, elle est mise de côté, et c'est en fait... les gros marathons, c'est ça, ouais, dans les villes. Voilà, c'est que tu viens là-dessus, et tu baignes avec des gens qui aiment ça et tout, donc moi, j'aime bien, donc voilà, après, il en faut pour tout le monde. Mais non, ouais, moi, je suis plus ça, tu vois, Lozère Trail aussi, c'est pareil, quoi. C'est des petites orgas qui sont mises avec des gens qui adorent ça, quoi. C'est une passion. Ouais. Après, quand tu vas dans les montagnes aussi, quand tu prends le Grand Raid des Pyrénées, c'est pareil. Le Schkaltrail, c'est pareil. C'est des orgas en fait où ils ont su garder quand même cet ADN familial et petit. C'est pas des grosses. Il n'y a pas SO derrière qui est en train de mettre sous perfusion, quoi. Ouais. Ok. Bon, merci messieurs et
Peut-être l'année Merci prochaine. à toi. Ouais, Ah, Romagna. merci à toi, c'est Merci. sympa de nous mettre en lumière, quoi. Allez, pas de problème, merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.